n'y a pas beaucoup de radios comparées à d'autres régions. Parce que l'Île-de-France, quand même, c'est la plus grande région. De radio associative. De radio associative. Ouais. Par exemple, il y a des régions comme Midi-Pyrénées, etc., où il y a beaucoup plus de radios associatives. Voilà, je voulais le souligner. Et aussi, moi j'ai bien vécu l'histoire de l'EFM, il y a beaucoup de radios associatives qui ont disparu et qui ont été aspirées dans les réseaux, par les réseaux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des radios associatives qui émettent sur une fréquence dite partagée aussi? Ça existe encore, ça, à Paris? Il y en a encore sur Paris. Alors vous avez les membres du CTA, le président qui est là. À l'YFM, vous avez une fréquence partagée. Avec commune. Voilà. Avec Radio Pays il y a quelques années. Radio Pays fait partie des radios associatives qui ont disparu et désormais donc nous sommes en alternance avec Cause Commune. Comment votre radio a-t-elle traversé la crise? Je rejoins ce qui a été dit par mon ami Jean-Claude Guillou. Ça a été un moment difficile, évidemment, mais les animateurs ont mobilisé toutes leurs connaissances techniques pour essayer de faire de la radio maison et de fournir des programmes en essayant d'axer effectivement sur les difficultés nouvelles face à cette situation qu'on a traversée et de sensibiliser en diffusant, entre autres, les spots de sensibilisation à la diffusion du Covid, mais aussi en interrogeant des scientifiques, des sociologues pour solliciter leur regard sur cette situation. Vous aussi, chère madame, vous avez enregistré une baisse de chiffre d'affaires, une baisse dans les partenariats engagés auprès d'associations qui habituellement vous suivent et vous accompagnent? Oui, alors avec cette particularité que je dirais que le contexte n'a fait effectivement qu'aggraver une situation qui est déjà extrêmement précaire et fragile pour beaucoup d'entre nous, qui cherchons effectivement à tisser des partenariats sans renier notre indépendance, de manière à pouvoir continuer à exister, oui. Ouais. Juste avant de vous redonner, M. Guillou, la parole, Madame Ursulé, vous avez prévu, et d'ailleurs ce serait une question qu'on pourrait poser à l'ensemble des CTA, mais est-ce que vous avez prévu une enquête plus minutieuse, plus précise, auprès de toutes les radios, quelle que soit leur catégorie, pour leur demander un bilan chiffré, social, juridique, suite à cette, pardonnez-moi, à cette période, pour faire remonter des informations auprès du CSA, et peut-être pour en dégager des grandes lignes et peut-être de futures décisions qui permettraient de les soutenir durant cette nouvelle saison qui vient de débuter? Alors le CSA y travaille. Pour ce qui est des CTA et en particulier du CTA de Paris, j'ai contacté l'ensemble des radios locales, associatives et commerciales de catégorie A et B pour recueillir effectivement des informations sur leur situation. Je l'ai fait en mars et en avril, au début de la crise, et très récemment, en début de semaine, j'ai renvoyé un mail à l'ensemble des radios locales pour qu'elles me tiennent informée de l'évolution de la situation. J'ai déjà beaucoup de retours, j'en attends encore. Et ensuite, comme j'ai pu le faire au printemps, je fais une synthèse de l'ensemble des données que j'aurai recueillies, que je communique au CSA pour qu'ils puissent effectivement prendre connaissance de la situation locale et régionale en Île-de-France. Et de façon Mais plus mes précise. collègues font de même en région, évidemment. Ouais. Jean-Claude Guillou, vous avez répondu à ce questionnaire? Sur les difficultés, il y a par exemple beaucoup de difficultés pour les radios qui animent des ateliers radio phoniques pour différents types de publics. Parce qu'il y en a qui sont montés avec des partenaires qui eux-mêmes sont victimes de cette crise. Et là, il va peut-être y avoir sûrement des baisses de financement. Par contre, il y a des financements qui sont annuels, dans le cadre de subventions, contrats de ville, etc. Et donc là, on va attendre la fin de l'année, ou le redémarrage peut-être en octobre, mais c'est même pas sûr, pour faire le point. Pour les radios associatives, c'est assez difficile de démontrer à quel niveau de pourcentage de baisse. Voilà, parce que ça intègre aussi les subventions, etc., à l'année annuelle. Et sinon, les autres choses de baisse, c'est le manque d'animation, de manifestations, etc., alors que le printemps, l'été, voilà, il y en a... Est-ce que vous serez obligé de procéder à des licenciements?
Pour l'instant, non. Mais de toute manière, on a très peu de personnel. Voilà, on tient à le garder et il est précieux. J'imagine. Je voudrais saluer l'arrivée de Julien Fragonara, que tout le monde connaît, qui est le directeur d'Espace Group. Donc merci d'avoir fait le déplacement. Julien développe à Paris, mais au travers d'une centaine d'autres fréquences en France, une marque très connue qui s'appelle M Radio. Voilà, on en parlera d'ici quelques instants. Et puis j'avais pas salué François Fion qui dirige les programmes pour le groupe 1981. Même question, même réponse. Si je posais les questions aux dirigeants que vous êtes, globalement, vous me donneriez les mêmes réponses. La crise a été difficile, ça a été un moment difficile à vivre, même si vous avez fait preuve chez vous d'une réactivité qu'il faut souligner quand même dans la poursuite des programmes. Une remise en question, ça c'est sûr. Une remise en question dans la manière de fabriquer le programme, de le penser aussi. Toutes les équipes ont été mobilisées, ça c'est vrai aussi pour les radios associatives, on en parlait là. Pour les radios comme les nôtres, le groupe 81 à Paris c'est Voltage, en radio de proximité, puis en radio thématique c'est Oui FM, plutôt rock, Latina, que vous connaissez, première radio indépendante en Ile-de-France, et puis SUIC qui est plutôt urbaine, avec 2 radios aussi présentes en DAB+, qui sont Life et Radio Life et Collector Radio. Donc pour toutes les équipes qui fabriquent ces programmes, ça a été vraiment une grosse remise en question, une mobilisation pendant ces mois, parce qu'il fallait produire la même chose, les mêmes programmes, c'est l'objectif qu'on s'était fixé, et en proposer d'autres, plus spécifiques, vraiment liés à la période. Donc on a développé très rapidement des séquences qu'on n'aurait pas imaginé mettre on air, comme on dit, mettre à l'antenne sur nos radios, mais des séquences qui répondaient à des attentes du moment, que ce soit des séquences avec des psys, avec des diététiciens, avec des coachs sportifs, avec parfois aussi ça c'était plus pour l'information, mais aussi pour le divertissement et toucher toutes les populations. Pensez aussi aux enfants qui fêtaient leurs anniversaires confinés. Enfin, on a mis en place plein de petits modules comme ça sur l'ensemble de nos radios et qui complétaient une offre qu'on avait déjà voulu l'année dernière, assez tournée vers les personnes et vers une sorte d'information responsable en fait qu'on voulait communiquer à nos auditeurs depuis le début de la saison. Donc le Covid est arrivé et on a développé d'autres contenus très rapidement avec, je suppose que Julien a connu les mêmes spécificités pour ses radios, la difficulté de devoir même techniquement produire. Oui, dans des conditions différentes. Dans des conditions différentes, pas avec des studios bloqués ou en tout cas limités dans leur capacité à recevoir les animateurs. Donc là aussi bien les équipes techniques que Antenne ont travaillé pour permettre la bonne diffusion, la bonne poursuite des programmes. C'était vraiment l'objectif, je pense, pour chacun d'entre nous. Hein. Mais chez 81, vraiment, on a travaillé d'arrache-pied pendant de nombreux mois là-dessus. Ouais. François Fion, vous avez chiffré le bilan social de cette crise ou pas encore ? Le bilan social. Ouais. Financier, par exemple. Financier aussi. Financier. Oui. Bon, en termes de chiffre d'affaires, évidemment, comme toutes les radios, on a été très impactés, avec moins 80%, rien que sur le marché publicitaire local à Paris. Aujourd'hui, on est à moins 50%. Ça n'a toujours pas repris. C'est certainement dû notamment à la physionomie, j'ai envie de dire pas la physionomie, mais à la typologie des annonceurs sur nos radios thématiques, qui sont principalement sur des radios thématiques comme Latina, comme Oui FM, liées au divertissement, à la culture. Alors on a nos séquences liées au culturel, mais là on parle de partenaires commerciaux qui évidemment pour le moment ne travaillent pas. Et donc ne peuvent pas aujourd'hui prendre de campagne, clairement, tout simplement, de manière très, très platement dite, c'est ça. Et aujourd'hui, donc effectivement, on est toujours rudement impacté avec un impact sur les grilles de rentrée. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que ça a joué sur les programmes de rentrée ? Est-ce que vous avez dû prendre des décisions que vous n'auriez peut-être pas dû pu prendre si vous les aviez réfléchi et créés au tout début de cette année ? On a dû être encore plus rationnel que prévu. Voilà, j'ai envie de résumer les choses comme ça. D'habitude, on a l'habitude de travailler de manière un peu rationnelle sur des marchés et sur le média radio qui est quand même pas qui a connu une meilleure forme globalement depuis quelques années. On sent cet effritement, donc évidemment avec les conséquences que ça peut avoir. Donc l'idée c'est en tout cas de se rendre compte que il faut faire très rationnel. Tout en maintenant tous nos engagements, les engagements qu'on a pris avec les auditeurs. Ceux de les informer, notamment pour des radios de proximité comme Voltage à Paris. Ouais. Angélique Ursulé, 50% de baisse de chiffre d'affaires en septembre, alors que logiquement la crise devrait être derrière nous. Je ne veux pas noircir le tableau, je ne veux pas être pessimiste,
mais ce n'est pas engageant pour les prochaines semaines ou pour le dernier trimestre de cette année. Vous saviez, vous étiez au courant de ces chiffres? Oui, puisque le groupe 1980, justement, a répondu très récemment à ma demande d'information, donc j'avais ces données. Écoutez, effectivement, je partage votre point de vue. La situation est certes inquiétante, mais malgré tout, il faut rester positif, aller de l'avant. Je suis sûre que en vous rapprochant du micro, Madame va Ursulé, trouver des moyens pour, en tout cas, rebondir très vite. Bien. Ça pousse aussi à être plus imaginatif dans la conception des programmes. Là où on aurait mis 2-3 personnes pour travailler, sur une séquence, eh bien, on va travailler un peu différemment. Certaines choses étaient obligatoires techniquement, comme pour les interviews, nos journalistes travaillent beaucoup plus à distance, etc. Donc ça permet de faire parfois plus de choses plus vite, là où parfois on peut être contraint pour des raisons financières à devoir limiter les équipes et les moyens mis en place. Julien Frégonara, Espace Groupe, M Radio. Même question, même réponse, j'imagine, ou est-ce que cette crise, vous l'avez vécue dans de meilleures conditions? Je pense que tous les acteurs dans les médias l'ont vécu de façon difficile. Il a fallu en 24 heures s'adapter. Entre le 15 mars, où on était, on va dire, dans un autre monde, et le 16 mars, où il a fallu adapter nos programmes pour déjà mettre en sécurité nos équipes. C'est très important. Aujourd'hui, Espace Groupe, ce n'est pas une radio, c'est 12 radios. On a des radios qui font 6 000 auditeurs, on a des radios qui en font 600 000 auditeurs jour. Donc on s'adapte différemment, suivant que ce soit une radio micro-locale ou une radio nationale. Il a fallu prendre des mesures en 24 heures. Je tiens à remercier, et je l'ai fait à plusieurs reprises, à féliciter nos équipes techniques qui ont vraiment bien œuvré, bien travaillé durant 24 heures pour s'adapter. On a eu des radios où on a laissé un minimum de personnel en studio. On a eu des radios où il a fallu mettre les gens chez eux, donc de devoir faire des émissions depuis chez eux. D'autres émissions qui ont été écourtées. Donc il a fallu vraiment s'adapter. Effectivement, c'est une crise sans précédent qu'on a vécue. On le redit, mais quand on se retrouve au mois de mars, au mois d'avril, avec 80% de la publicité en moins, il faut savoir que la radio ne vit que de la publicité pour payer la diffusion, pour payer les salariés, pour payer les locaux et les différentes charges. Donc ça a été compliqué. Aujourd'hui, c'est encore compliqué, car le marché publicité, je lisais un article du Figaro hier ou avant-hier qui disait que le marché de la publicité radio repartait. C'est faux. Aujourd'hui, il faut savoir que il est pas reparti. Vous êtes sur les mêmes volumes de baisse que 81 ou pas? Ça dépend, parce que nous, on a des radios locales. Ça dépend si une radio est leader. On a des radios leaders qui font 20% d'audience dans des villes. Donc, c'est plus facile de vendre de la pub. Mais en sachant qu'on atteint, on n'est pas au chiffre de l'année dernière. Puis, on a des radios qui font 0,6, 1 point. Donc là, c'est vraiment catastrophique. Mais effectivement, on est loin du chiffre de l'année dernière. Nous, à Espace Group, c'est 200 salariés. Effectivement, il a fallu aussi prendre certaines mesures, mais on a décidé de garder la qualité des programmes pour proposer aux auditeurs et aux auditrices un programme de qualité, un programme de proximité. C'est ce qu'on a fait sur Génération à Paris, ce qu'on a fait sur ODS Radio, la Radio Plus, Radio Espace. Parce que vous êtes lié contractuellement, j'ai envie de dire, avec le CSA via le CTA de Paris. Vous devez respecter... c'est peut-être pas le bon mot, mais une sorte de charte, oui, des engagements. Non, il faut faire du local, mais on pourrait faire moins, tout en respectant. Aujourd'hui, Génération, qui est une radio ciblée plutôt sur un public jeune, qui est aujourd'hui la première radio locale francilienne, on pourrait faire moins d'émissions, on pourrait ne pas avoir 3 ou 4 personnes par émission, mettre un seul animateur qui en même temps réalise. Donc moins de programmes locaux. On pourrait, mais ça on ne l'a pas fait, parce qu'aujourd'hui... on part du principe que les auditeurs sont toujours là, peut-être qu'ils consomment différemment, ils sont peut-être en télétravail, ils sont peut-être chez eux, mais ils écoutent toujours la radio. Ils ont besoin d'une radio de proximité, d'une radio qui les accompagne. Donc nous, on a fait le pari aujourd'hui de garder la qualité des programmes et de garder, on va dire, 100% de nos salariés, en espérant que le marché de la pub puisse revenir. Et pour l'instant, il n'est pas revenu, donc on espère aussi des aides de l'État, que ce soit en termes de diffusion, en coût de diffusion, que ce soit pour nous aider au niveau des charges sociales aussi. Ça, c'est très important, parce que je pense qu'une radio de proximité aujourd'hui a un vrai rôle majeur au quotidien.
Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on fait partie des Indes radios. Les Indes radios, aujourd'hui, c'est 130 radios qui font le vrai lien vers la proximité. Et souvent, ce sont les auditeurs qui écoutent tous les jours. Et c'est quasiment le seul lien qu'ils peuvent avoir vers un véritable média de proximité. À l'heure où on mène cette table ronde, cette conférence, nous sommes début septembre. Est-ce qu'on peut dire que l'année 2020 est pliée? Non, c'est une façon triviale de le dire, mais est-ce que... Non, elle n'est pas pliée parce que nous, en radio, on marche par saison. Donc déjà, on part du principe qu'en septembre, on repart sur une nouvelle saison qu'on espère positive. C'est la saison dernière qui a été impactée. Après, effectivement, le chiffre d'affaires ne repartant pas à 100% du chiffre de l'année dernière, c'est très compliqué. Mais à nous, aujourd'hui, de nous adapter. Toutes les radios doivent s'adapter, doivent penser 2020, 2021, 2022. L'ère du digital est là. Et donc, s'il y a une bonne chose de cette crise, c'est ça aussi, c'est de pouvoir être plus présent sur le digital et peut-être travailler différemment aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire avec moins de personnes, ça veut dire techniquement différemment, sur le contenu différemment. Et je pense peut-être qu'on peut s'adapter pour faire mieux au quotidien. Ouais, j'imagine que vous attendez la période de Noël, qui est une période où les écrans sont remplis, disons-le, avec impatience. Oui, alors après, on ne sait pas. Nul sait ce qui va se passer dans un mois, ce qui va se passer dans 2 mois. Après, ça ne veut pas dire non plus que les écrans, s'ils sont remplis, sont vendus cher. C'est ça aussi oui. qu'il faut regarder, parce qu'aujourd'hui, il faut regarder aussi le prix de la pub. C'est ça aujourd'hui qui est important. Et c'est vrai que ça soit en local ou en national, avec la commercialisation des Indes radios, on a quand même un bilan entre mars et septembre qui n'est pas positif et qui n'est pas très bon. Et donc, c'est à nous de faire attention. Mais on sait qu'aujourd'hui, ça va être difficile pour beaucoup de radios associatives et de radios locales. Madame Ursulé, ce que je note, en vous rapprochant du micro, s'il vous plaît, mais ce que je note, c'est que les radios ont, je le répète, tout mis en œuvre pour maintenir le programme. Elles sont liées vis-à-vis de votre organisme pour le faire, et elles l'ont fait, concrètement. Parfois dans une relative difficulté, ça ne s'est pas toujours bien passé, il a fallu fournir des efforts supplémentaires. Et puis ce que je note et ce que je remarque, c'est qu'effectivement, comme le dit Julien à l'instant, les grilles n'ont pas bougé, n'ont pas été forcément impactées. Il vient de vous le dire à l'instant, le nombre de salariés est identique, le nombre d'émissions sur les créneaux locaux est identique. Voilà, on respecte la convention que l'on a avec le CTA de Paris ou avec un autre CTA. Il y aurait d'autres exemples comme ça à mettre en exergue pour la France entière. C'est dire si les radios ont fait des efforts ces derniers mois dans une période qui a été relativement bousculée, chamboulée. Si vous le permettez. Monsieur le Président. Oui. Tout d'abord, je tiens vraiment à noter effectivement la capacité d'évolution des radios, qu'elles soient de catégorie A ou de catégorie B. J'ai, alors pour le coup, pendant la période du Covid, de confinement, écouté plusieurs radios de façon à voir comment évoluaient les programmes. Et je crois que vraiment, il y a eu quelque chose de tout à fait exemplaire qui a été fait. Ça, c'est clair. Et comme il était indiqué à l'instant, il est de l'intérêt même des radios de maintenir leur programme, parce que si elles baissaient la garde, il est évident que les auditeurs partiraient, et que le problème, en fait, ce serait une spirale infernale. Alors, vous l'avez souligné, les opérateurs ont une convention pour utiliser le domaine public des ondes. Une convention, ils doivent respecter un certain nombre d'obligations. Alors, ce que j'entends là montre, je veux dire, que les conventions sont globalement respecté, on va dire les choses comme ça. Je comprends parfaitement qu'il y a eu des évolutions, même si les programmes sont là, ils sont fabriqués un petit peu différemment. Et il va de soi que, vous le savez, les opérateurs doivent rendre compte chaque année de ce qu'ils ont fait. Il va de soi que le CTA sera, allez, on va dire les choses comme ça, compréhensif sur l'évolution qui aura été observée ces dernières années. Encore une fois, en soulignant qu'effectivement, il y a eu des efforts considérables qui ont été faits pour s'adapter à la situation. Alors à l'YFM, j'imagine que vous aussi, vous avez dû fournir des efforts avec fort probablement des moyens humains et techniques peut-être moins importants. Je ne connais pas véritablement votre station dans les détails, mais ça a dû être, j'imagine, encore plus difficile pour maintenir le programme et pour préserver l'emploi, si toutefois vous avez fait le choix de préserver l'emploi pour cette nouvelle saison.
Alors, bon, pour ce qui est des emplois, c'est un peu compliqué en ce moment, effectivement, pour Aligre FM. Pour ce qui est de l'animation des émissions, elle est faite par des bénévoles qui sont animés par leur passion. Et tous, après une période de flottement où on a tous un peu été désarçonnés, comme je le disais tout à l'heure, on fait preuve de créativité pour penser des programmes adaptés et souvent produits à distance pour être diffusés sur l'antenne quand il n'était pas possible d'accéder du tout au studio. Après, je voulais quand même là ouvrir peut-être une petite fenêtre. Dieu sait si je partage les inquiétudes sur le financement des radios associatives, mais peut-être la force paradoxale de radios comme Aligre et comme beaucoup d'autres, c'est que cette précarité, elles la connaissent depuis longtemps et que du coup, leur richesse, c'est aussi d'avoir une expérience de réactivité à des situations parfois difficiles et de tenir contre vents et marées depuis longtemps à leur programmation, avec peut-être dans ce contexte qu'on a souvent qualifié d'inédit, et c'est vrai qu'il est inédit, l'occasion de réinterroger la notion même de proximité et de se demander quel type de programme nouveau pourrait répondre à des questions nouvelles dans ce monde qui n'est pas encore celui dont on a parlé, celui de demain. Concrètement, de quoi avez-vous besoin ? De quoi on a besoin? Oui. De quoi auriez-vous besoin? On aurait besoin d'argent. Oui. Mais une fois qu'on a dit ça, évidemment, on n'a rien dit. Une ou deux fréquences de plus. Là, pour prendre un cas très précis, grâce à la FRADIF, une partie du FSR a été versée en avance, ce qui nous a permis, en gros, de tenir. Mais ça ne fait que différer les échéances financières. Après, on peut aussi parler de contenu, parce que la notion de proximité, encore une fois, elle mérite d'être interrogée. Par exemple, on a beaucoup parlé du troisième âge pendant cette crise. Aligre est en train de mener une réflexion dans le comité de rédaction sur la place qu'on peut faire à cette catégorie de la population dans le cadre de programmes dédiés qui permettraient de leur faire toute la place, justement, et d'intégrer des dialogues entre ceux qu'on appelle les jeunes, désignation ô combien vague, et ce troisième âge qui a beaucoup plus à apporter, on le sait, que simplement la une des journaux lorsque des tragédies comme celle des EHPAD se produisent dans le cas du Covid. C'est un exemple parmi d'autres de l'orientation que nous essayons de donner en réinterrogeant notre mission de proximité en termes éditorial et de contenu. Parce que si on devait s'arrêter à des questions de financement, malheureusement, on arrêterait. Vous savez, madame, la principale richesse des radios de catégorie A, ce sont les bénévoles, en réalité. Oui, c'est ça votre richesse, oui. Très clairement. Et c'est ce qui vous permet précisément, à mon avis, d'avoir traversé cette crise. Alors, peut-être, je ne vais pas dire plus facilement, mais enfin, voilà, avec des gens qui étaient toujours là, de toute façon, que vous ne payez pas. C'est ça, ce qui n'empêche que cette mission bénévole devient de plus en plus difficile avec le temps qui passe. Je rappelle que nous n'avons pas recours à la publicité, donc évidemment, on ne peut pas chiffrer la baisse de notre chiffre d'affaires publicitaire, mais c'est un combat que nous menons au quotidien. Mais je crois vraiment qu'il ne faut pas le dissocier aussi du combat pour mettre en place des contenus, un angle d'approche aussi qui cherche parfois à se différencier de ce qu'on peut entendre ailleurs. Et c'est ça aussi, la proximité, l'enracinement local. Dans un média qui déjà est de proximité. Écouter la radio, faire de la radio, c'est pas banal, c'est quand même un rapport d'intimité aux auditeurs. Et donc la question qui va se poser à toutes les radios, et bien sûr aux radios locales, c'est comment réinterroger, réorienter ce rapport à nos auditeurs dans un contexte extrêmement anxiogène, mais aussi en redonnant de l'espoir, parce que ce monde n'est pas seulement un monde sinistre, et nous l'espérons en tout cas. Alors ce sera le thème qu'on développera notamment demain, de savoir s'il est facile de faire de la proximité à Paris et en Île-de-France. Apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, c'est plus difficile que d'en faire, par exemple, sur le CTA de Midi-Pyrénées. C'est différent, parce que dans Paris... C'est pas la même recette. Oui, bien sûr, parce que dans Paris est inscrite une dimension nationale, voire internationale, ne serait-ce qu'à travers toutes les manifestations culturelles d'ampleur internationale ou nationale. Mais il y a aussi des festivals qui sont ancrés dans une recherche d'indépendance qui converge avec celle des radios associatives, anciennement dites libres, mais qui tiennent encore à cette liberté, qui la réinterrogent sans cesse.
Et donc voilà, ces contenus-là, ils sont pensés en rapport avec aussi des manifestations culturelles sur lesquelles la lumière n'est pas toujours faite par de grands médias. Jean-Claude Guillou, Oui. de quoi avez-vous besoin, là, tout de suite, maintenant? De quoi on a besoin? Ouais. Vous Là, avez pour forcément l'instant, besoin de quelque chose. oui, qu'on me réponde quand pourrais-je enlever mon masque. Alors, je ne suis pas certain que les gens sont compétents pour Voilà. répondre à cette question. Et la deuxième vague, on la craint. Et moi, je crains aussi, par exemple, pour la reprise de certaines activités prévues en octobre. Rapprochez-vous un petit peu du micro, s'il vous plaît. Oui, je crains pour certaines activités qui sont prévues pour un redémarrage en octobre. Bon, dites-le franchement, vous n'êtes pas optimiste pour cette nouvelle saison sur le Je plan ne suis pas radiophonique. optimiste pour la nouvelle saison, mais d'une manière générale, je ne suis pas optimiste pour les radios associatives. Ouais. Donc, j'en parle quelquefois avec Angélique Ursulé. Qu'est-ce que vous lui dites au sujet de l'avenir des radios associatives? Non, mais ça fait très longtemps que je lui en parle, notamment des budgets en baisse, des moyens en baisse pour les radios associatives. Et je pense que maintenant, vous savez que c'est vrai, ce que je disais quand même, parce que Angélique Ursulé, nous avons de très bons rapports avec la Vous savez que ce n'est pas de sa faute, c'est la DGMI qui gère oui, mais les nous avons subventions. de très bons rapports avec Angélique Ursulé, la secrétaire générale. Nous savons qu'elle soutient les radios associatives. Et par contre, en plus, elle a toujours un message à nous donner, c'est soyez optimistes, tenez le coup, ça va s'arranger. Voilà, un message optimiste. Mais Alors, dans les 12 radios qui gravitent autour de la Fradif, l'état d'esprit, c'est lequel aujourd'hui? l'état d'esprit, C'est c'est un petit peu mon état celui d'esprit. que vous venez d'expliquer. On constate, en fait, tous les budgets sont en baisse, mais en baisse depuis plusieurs années. Ouais. Alors, il y a des subventions qui stagnent depuis longtemps. Ouais. Subventions, conventions, souvent d'ailleurs. Hein, on ne donne pas des subventions pour rien faire. Donc c'est devenu une sorte de rocher de Sisyphe, votre aventure. Alors, subventions, radiophonique. par exemple, la Fradif a négocié. Bon, c'est à son initiative parce que en 2007, on est intervenu pour que le Conseil général finance enfin les radios associatives. Ouais. Donc, c'est là qu'on a obtenu le vote du dispositif d'aide aux médias. Quel est le budget moyen d'une radio de catégorie A en Ile-de-France? Le budget moyen, moi, je dirais 120 000, parce que c'est variable. Ouais, et voilà, c'est en baisse, peut-être 80 000, 90 000. Mais tout dépend, parce qu'il y a des radios associatives qui ont des moyens assez importants. Je pense à Vivre FM, qui sont spécialisés dans le handicap, voilà, le soutien aux personnes handicapées, et qui bénéficient de pas mal de subventions et qui sont soutenues par une grosse association. François Fion, à 80, vous reconnaissez un peu dans le portrait que... dans l'état des lieux, plutôt, que vient de dresser Jean-Claude Guillou. Sur l'état des lieux, globalement, oui. Après, pour être tout à fait honnête, on n'est pas vraiment dans les mêmes, dans les mêmes réalités, hein, Ouais. honnêtement, en termes de... Vous n'avez pas le même budget déjà. En termes de moyens déjà au départ et de capacité à pouvoir mobiliser des équipes salariées, c'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? C'est aussi une question que je pose à tout le monde, mais qui me semble être important quand on dirige les programmes de plusieurs Plus que radios. d'être en attente, je crois que chez 80, on a décidé d'aller de l'avant, en fait. On sait qu'il y a pas mal d'opportunités qui arrivent très prochainement avec le DAB+, et notamment l'étendue qui va permettre à WIFM d'être enfin entendu en Ile-de-France sur le DAB. Ça, c'est motivant. On a Voltage qui va apparaître sur l'étendue également. On a pas mal de choses comme ça qui vont arriver dans le calendrier qui sont plutôt motivantes pour les équipes. Ouais. On a vécu cette expérience au mois de mars dernier. Elle nous a obligés, je le disais, à revoir un petit peu nos manières de fabriquer les contenus. On parlait tout à l'heure d'engagement, mais je pense que plus que d'engagement, il y a les engagements conventionnels avec le CSA, mais il y a aussi les engagements avec nos auditeurs, vraiment, et d'assurer plus que le service dès le 17 mars dernier, sur Voltage notamment, en développant des choses comme le journalisme de solution, qui vise vraiment, pour le coup, à renforcer le vivre ensemble. Il y a eu plus d'interactivité. Oui, et de l'interactivité, et puis aussi de la mise en perspective. Ouais. On s'est rendu compte qu'avec ce que nos auditeurs consomment aussi à côté, les médias, réseaux sociaux et autres, on avait un rôle à jouer, même en local, et parfois ça nous oblige à descendre en hyper local, mais pour faire ressortir des faits très locaux, parfois liés à une communauté, mais pour le faire ressortir sur le plan francilien. Là-dessus, il y avait un travail à faire. C'est ce qu'on a essayé de faire avec toutes les équipes. Ce qui était aussi intéressant, c'est que la force d'un groupe par rapport aux associatives, et c'est là que la situation est vraiment différente, c'est qu'on peut
parfois reconfigurer et recevoir des coups de main de la radio concert, enfin même pas concert, la cousine, la sœur même, pour développer des contenus, pour réussir à optimiser. Si on a de superbes contenus avec des experts, parce qu'on a beaucoup laissé la parole. Alors il y avait les témoins, les acteurs déjà de l'actualité, il y avait les témoins, nos auditeurs souvent, et puis il y a les experts. Et là-dessus, eh bien, on a beaucoup optimisé pour justement arriver, même avec un effectif parfois limité, sur les sites d'émissions, à produire un programme le plus qualitatif possible. Alors sur l'antenne, d'accord, mais à côté de l'antenne, je ne suis pas forcément d'accord avec vous parce qu'il n'y a plus de concerts que vous organisez. C'est vrai, alors... Il n'y a plus de délocalisation. C'est vrai et c'est pas vrai. Par exemple, c'est vrai qu'on a l'habitude chez 80 de développer des concerts, notamment des concerts privés. J'ai appris que le tour de vibration était annulé. Oui, c'est vrai. Ouais. Suite à une demande de la préfecture, et c'est tout à fait normal parce que même nous, on se posait aussi la question de savoir si c'était bien pour nos auditeurs de le maintenir, ce projet qu'on avait au cours de l'été et où on se disait, toujours allons de l'avant. On va le faire, ce concert, avec évidemment les mesures nécessaires, sanitaires, etc. Et puis finalement, le risque était très grand tout de même. Il y a pas mal d'inconnus qui restaient. Et puis à un moment donné, le but du jeu n'était pas de créer un foyer à Blois, en l'occurrence. Ça aurait été quand même très dommage pour nous, pour les partenaires, etc. Ça n'avait pas de sens. Enfin, ça avait moins de sens, en tout cas, de le faire avec une trop grosse dose de risque. En revanche, on est par exemple partenaire du Big Tour de la BPI. Qui tourne cet été sur le littoral. Et ça continue. Là, ce sera pour Paris et avec Voltage. C'est une coproduction avec Voltage, le BPI le Big Tour de la BPI, qui se terminera le 19 septembre sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Et c'est un événement musical avec des artistes présents sur scène. Et c'est vrai, des mesures exceptionnelles. Mais pas plus pour cette fin d'année. Pas plus pour le moment. Ce sera certainement le cas avec des événements avec un public plus limité que ce qu'on a l'habitude de faire. C'est vrai que maîtriser plusieurs dizaines, milliers de personnes à Blois, en l'occurrence, c'est ce qui était prévu, c'est compliqué. Ah ben c'est peut-être une lueur d'espoir pour Julien Fregonara qui a plutôt tendance à organiser des concerts très 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 privés. Je me souviens d'un concert sur une péniche l'année dernière. Sur un bateau-mouche, voilà. C'est effectivement une stratégie et c'est certainement pour des mesures de sécurité, de sanitaire, un dispositif vers lequel on va se tourner. Certainement des événements plus petits, public plus limité, donc plus facile à placer dans une salle. Ce sera le cas chez vous alors, on va parler d'M Radio. Oui, alors nous, aujourd'hui, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que les artistes sont assez, les maisons de disques frileux en ce moment, ils ont raison. On ne va pas faire n'importe quoi, faire des concerts. Donc après, il faut réfléchir, peut-être réfléchir différemment, effectivement, d'être plus qualitatif que quantitatif. Mais on peut quand même toujours proposer à nos auditrices et nos auditeurs la proximité et des interactions avec les artistes. Si on prend l'exemple d'M Radio, sur le mois de septembre, ce sont les artistes qui viennent à nous. C'est-à-dire qu'on a eu Julien Doré, on a eu Louane, on a Kenji, on a Vita Slimane, on a beaucoup Donc d'artistes. Ils viennent dans les studios. Benjamin Biolay qui était là cette semaine. Effectivement, ils viennent, ils jouent le jeu, ils viennent nous voir. On a la chance d'être à Paris, donc c'est beaucoup plus facile. Ils viennent nous voir et ça permet de proposer aujourd'hui à notre auditoire un live, mais un live sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'adapte. Et c'est quelque chose d'unique qu'ils peuvent avoir, mais aujourd'hui, ils le vivent sur leur téléphone portable, sur la tablette. Donc c'est différent. Je pense que ça va durer encore quelques mois avant de pouvoir réorganiser vraiment dans des conditions sanitaires sûres. Car, comme le disait François, on ne va pas aujourd'hui prendre des risques inutiles pour faire plaisir à quelques auditeurs ou un artiste ou à une maison de disques. Donc on fait vraiment attention. Génération, qui est aussi à Paris, qui est tournée vers vraiment un public très urbain. On n'a pas arrêté, on reçoit toujours des rappeurs dans nos studios, sauf qu'aujourd'hui, bien évidemment, on limite en nombre de personnes, c'est-à-dire que souvent, c'est l'artiste qui vient juste avec l'attaché de presse, et ça, ils le comprennent très bien. Avant, on sait que souvent, quand des artistes viennent, ils peuvent venir à 10, à 15, à 20 dans les studios. Ça, ils l'ont compris, que c'est vraiment plus possible. Et comme on a des studios qui font 40 mètres, 50 mètres carrés, qui a le port du masque, qu'on fait attention au niveau des gestes barrières, on peut continuer quand même à recevoir aujourd'hui des invités. Alors on arrive quasi au terme de cette table ronde. Ce sera le moment, s'il vous plaît, de conclure en quelques instants. Mais je ne sais pas si tu avais évoqué le DAB+, mais à Espace Groupe, on y va, on fonce. Alors nous déjà, je m'en rappelle, quand je suis arrivé à Lyon en 2007, déjà dès 2007, on était pour le DAB+. À l'époque, la RNT, ça a mis du temps, ça a mis beaucoup de temps. Donc on y va. Mais on a été l'un des premiers groupes à dire il faut y aller.
Nous, aujourd'hui, oui, on a aujourd'hui la chance avec M Radio d'avoir une fréquence métropolitaine. Donc, c'est-à-dire qu'à terme, on va couvrir toute la France. On aura le même nombre de fréquences, la même couverture qu'RTL, qu'Énergie. Donc ça, c'est important aujourd'hui pour nous. Et aujourd'hui, on y va parce qu'on postule sur toutes les villes pour Virage Radio, pour Jazz Radio, ou encore pour Génération. Et on profite des zones étendues pour les autres radios. Donc nous, on y va, on est à fond dessus. On sait qu'il y a certains réseaux nationaux qui ont un petit peu freiné. On a perdu un petit peu, même beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il faut y aller. Et il faut que, surtout, le métropolitain aujourd'hui arrive à débuter. On espère fin de l'année, début 2021, pour que tout s'enclenche. On sait qu'il y a beaucoup de voitures qui sont vendues actuellement. Le DAB est présent dans toutes les voitures. On n'a plus le choix. Aujourd'hui, il faut proposer aux auditeurs cette nouvelle norme de diffusion qui va leur apporter une meilleure qualité, des données associées et un plus grand choix de radio. Et ça, c'est bien pour l'auditeur. Lancement officiel à Toulouse, Bordeaux, les 5 et 6 novembre prochains, me semble-t-il. On y sera. Nadia, pour Aligre FM, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bonnes relations, que les bonnes relations continuent avec le CTA? Je pense que c'est le cas, on l'a tous compris. Et une bonne saison aussi? Oui, et on ne voit pas pourquoi ce ne serait pas le cas d'ailleurs, mais juste alors... Vous avez affiché un véritable amour pour la proximité. Pour le DAB, Aligre a pris du retard parce que la radio est élue au DAB, mais justement le Covid a freiné un peu cet aspect-là du développement de notre programmation. Mais c'est aussi votre envie que de monter, mais c'est aussi notre envie que d'y aller, bien sûr. Je voudrais juste revenir sur quand même la question du financement des radios associatives et compléter ce qui a été dit par Jean-Claude Guillou. Je crois que ce n'est pas seulement le manque de financement dont nous souffrons, c'est aussi la complexité de plus en plus grande et à mon sens inutile des dossiers administratifs qui nous demandent de justifier ce qu'on fait et ça empiète sur le temps qu'on peut consacrer à le faire en puisant dans notre créativité. Donc à la fois problème de financement, problème aussi de bureaucratie administrative et de casse-tête parfois un peu inextricable. D'aucuns disent que ce célèbre dossier FSER est devenu une véritable usine à gaz qui demande l'attention de parfois plusieurs salariés pour le constituer, ensuite l'envoyer à qui de droit. Jean-Claude Guillou. Oui, ce que je voulais dire, c'est que les radios associatives parisiennes ont des situations complètement différentes des radios associatives dans d'autres départements d'Île-de-France. Notre radio est dans le Val d'Oise. Faut y aller à Person-Beaumont par les transports, etc. Et ensuite, souvent aussi, nous sommes dans des dispositifs de politique de la ville, etc. Donc souvent, on est loin de la situation parisienne. Voilà. Et à Paris, il y a environ, je crois, 13 radios en FM. Voilà. Les autres sont dans les autres départements. Et il y a des départements qui n'ont pas de radio, d'ailleurs, le 94, je crois, il n'y en a pas, ou peut-être qu'il... Ouais, c'est pas une zone... voilà. Et sinon, sur le DAB+, nous sommes d'accord, mais nous posons des conditions. C'est-à-dire que le fonds de soutien en tienne compte et nous aide financièrement pour la double diffusion. Et en même temps aussi, nous voulons avoir des garanties et des discussions aussi pour retrouver en DAB+, la même zone de diffusion aussi. Et ça, c'est un peu compliqué dans certains départements. Et financièrement aussi, on voudrait voir et avoir une véritable concertation aussi avec le CTA. Et je crois aussi qu'il faudrait que le CTA ait un peu plus de moyens aussi. Bon, écoutez, j'espère que, en tous les cas, le président du CTA vous a entendu. Ouais. Et ce que je veux dire aussi, c'est que plus il y aura des radios, des nouvelles radios en DAB+, moins le fonds de soutien pourra nous financer. Donc il faut aussi l'abondement du fonds de soutien, parce que les nouveaux arrivants, c'est sur le fonds de soutien. Ils ont droit aux subventions d'installation, voilà, etc., et subventions de fonctionnement. Et pour l'instant, le fonds de soutien ne monte pas. Bon. Voilà. Donc c'est au détriment aussi de l'AFM. Je ne doute pas que ce message et cette information sera remontée, notamment à la DGMIC, j'insiste, parce qu'il me semble que c'est la DGMIC qui s'occupe de ça. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus haut que la DGMIC. Alors, il faut aller plus haut que la DGMIC. Peut-être directement au ministère de la Culture, à qui appartient la DGMIC, me semble-t-il. François Fillon, bonne saison à 81. Voilà, il va falloir cravacher encore, j'imagine, au moins jusqu'au mois de décembre.
Oh bah au moins, puis jusqu'au 30 juin au minimum. Et puis, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Non, je pense que des événements comme ici, comme aujourd'hui, celui qui nous réunit aujourd'hui, je pense que c'est important dans une période comme celle-ci. Je pense que c'est vraiment important parce que je pense que ça aide tout le monde à avancer au mieux. Ouais. Y compris quand on parle. C'est très sympa, vous avez vu, les gens s'écoutent entre eux, on partage des problématiques. Des radios privées, effectivement. Ça, c'est bien ça. Angélique Ursulé, merci beaucoup. Vous remercierez, chère madame, l'ensemble de vos services qui nous aident à monter, à déplacer ce barnum radiophonique aux quatre coins de France. Monsieur le Président, je voudrais très sincèrement vous remercier d'avoir fait le déplacement. C'est moi qui vous remercie, cher monsieur. Moi, très clairement, je souhaite rester optimiste. Je sais que M. Guillou, très souvent, nous dit « mais vous savez, ça va être quand même très très compliqué ». Oui, c'est très compliqué, mais je crois que c'est vraiment parce que c'est compliqué que vous réussissez à faire le job, en quelque sorte. Et sur le DAB+, juste un mot, on a perdu du temps, c'est clair, il faut le reconnaître. Mais je crois que vraiment, là, c'est vraiment lancé, et je suis vraiment très agréablement surpris par, j'allais dire, l'investissement de l'ensemble des radios sur ce domaine. Voilà.